Tout le week-end, vous avez entendu des choses et vous avez entendu leur contraire aussi. Entre Kiev et Moscou, entre telle source et telle autre source. Et nous-mêmes, en arrivant ce matin, on s'est posé beaucoup de questions. Au fait, où en est-on précisément? Alors regardons les éléments le plus honnêtement possible. On dispose de nouveaux éléments d'heure en heure. Il y a des systèmes d'observation. Les cartes sont établies par des esprits a priori neutres. Et on peut arriver à se faire une idée de qui dit vrai, qui dit faux. Où en est-on précisément? Est-ce que la victoire russe est incontestable? Est-ce que la conquête russe est incontestable? Est-ce que la contre-attaque ukrainienne dont il est question est incontestable également? Est-ce que Prigojine, oui ou non, devient un personnage central du coup à Moscou? Sur toutes ces interrogations, voici le vrai du faux, les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors 5 affirmations et on va démêler donc le vrai du faux. Première affirmation, celle de la conquête russe, c'est Yevgeny Prigojine lui-même qui annonce des faits, ce qu'il considère comme des faits. Écoutons-le. 20 мая 23 года, 20.05.2023. Сегодня, по полудню в 12 часов, полностью был взят Бахмут. 22 года. Для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии 25 числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку. Bon, on reviendra tout à l'heure sur le retrait de Bakhmout, mais entièrement capturé. La ville est complètement tombée aux mains des Russes. C'est vrai ou c'est faux? Bien, de toute évidence, c'est vrai. Evgeny Prigojine a posé, entouré de ses hommes en armes, drapeaux russes et drapeaux de Wagner en main au milieu des ruines. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit fanfaronner, mais visiblement, cette fois-ci, cela semble vrai. Les observateurs du conflit que l'on suit beaucoup ici en donnent la confirmation, notamment l'Institut pour l'étude de la guerre. Les mercenaires du groupe Wagner ont visiblement sécurisé les frontières administratives de la ville de Bakhmout. Vendredi soir, il ne restait qu'une poignée de rues et d'immeubles à conquérir pour les Russes. On les voit d'ailleurs ici sous une pluie d'obus. Cela ne représentait qu'un tout petit kilomètre carré. Eh bien, tout indique que ces rues-là ont été conquises, que les Ukrainiens ont dû abandonner leur position. La carte datée d'aujourd'hui en fait foi. Cette toute dernière poche de résistance qui se trouvait ici, au sud-ouest de la ville, est donc bien sous contrôle russe. Toute la ville, en tout cas dans ses frontières administratives que vous voyez d'ailleurs délimitées ici, est désormais sous contrôle russe. Deuxième affirmation, c'est une victoire pour Wagner, une victoire pour Prigojine qui peut s'en revendiquer à Moscou. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien c'est vrai, on l'a souvent dit et montré ici, ce sont les troupes de Wagner qui pour l'essentiel ont été envoyées en première ligne, souvent même d'ailleurs comme de la chair à canon. On se souvient notamment du terme opération hachoir à viande pour désigner l'opération de la conquête de Bakhmout. Et on se souvient aussi que le sommet de l'État russe n'a pas toujours été tendre avec Evgeny Prigojine et que ses déclarations ont souvent été démenties. Eh bien cette fois, Vladimir Poutine lui-même a félicité Wagner par le biais d'un communiqué. Vladimir Poutine félicite les équipes d'assaut de Wagner ainsi que toutes les troupes russes qui ont apporté l'assistance requise et protégé les flancs. Il est très rare que Vladimir Poutine s'exprime sur des opérations militaires. Eh bien, cette fois, effectivement, il a pris la peine de le faire. Et on le voit, certains mercenaires de Wagner ont même déjà reçu des médailles militaires. Oui, on peut dire que la place, objectivement, que la place de Wagner à Moscou s'en trouve renforcée. Troisième affirmation, cette conquête russe permet d'ouvrir une brèche et d'envisager d'autres percées russes. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien ça c'est faux, ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas, mais en tout cas cela ne change pas la donne. On l'a beaucoup dit ici, Bakhmout n'a pas réellement d'intérêt stratégique. En clair, ce n'est pas un verrou qui ouvrirait la voie aux Russes vers d'autres cibles. Il n'y a pas de grande ville à l'horizon, il n'y a pas de fleuve qui permettrait de faire un grand bond en avant. Les troupes ukrainiennes sont positionnées ici de façon massive en face, donc a priori ce n'est pas la chute de Bakhmout qui les fera s'effondrer.
Il n'y a pas non plus d'infrastructures stratégiques dans cette ville, pas de centrale nucléaire par exemple, et Bakhmout n'est pas non plus décisif pour prendre totalement le Donbass, comme l'ambitionnent les Russes. Quatrième affirmation. Alors, elle émane du commandant des forces terrestres ukrainiennes, le général Syrski. On l'écoute. On le lit. Alors, c'est une citation. Nous continuons d'avancer sur les flancs et nous sommes en réalité proches de l'encerclement tactique de Bakhmout. C'est-à-dire que les Ukrainiens nous disent... Bon, ils contestent le fait que la ville soit entièrement aux mains des Russes, mais on a vu que c'était vrai. Mais ils disent, l'essentiel, c'est que nous sommes en pleine contre-attaque pour encercler Bakhmout et donc peut-être la reprendre. Est-ce que cet encerclement complet ou largement entamé est une réalité? C'est vrai ou c'est faux? Bien, c'est faux. En tout cas, à ce stade, certes, en quelques jours, vous allez le voir, l'armée ukrainienne a réussi à desserrer la tenaille russe qui se dessinait par le nord et par le sud. Mais de là à dire effectivement que la situation s'est inversée et que ce sont les Ukrainiens qui encerclent, on voit effectivement qu'on n'en est pas du tout là. En bleu, les zones reconquises par Kiev ces derniers jours, mais en rouge, on voit cette mâchoire qui est toujours plutôt russe au nord et au sud de la ville. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que la tentative ukrainienne se poursuit. Regardez ces images qui datent de ce matin. On est au sud de Bakhmout avec la 28e brigade ukrainienne. L'artillerie prend pour cible une position russe, en l'occurrence une colonne de chars en lisière de forêt. Les obus pleuvent. Un premier char est détruit, puis un second qui tentait de faire demi-tour pour prendre la fuite, puis un troisième, puis ce véhicule de combat d'infanterie, un quatrième char ensuite, alors qu'il tentait aussi de faire demi-tour, et enfin ce stock de munitions que vous allez voir, et à la fin, effectivement, cela donne un cimetière de blindés, et donc, on le comprend, de grosses pertes pour les Russes. Cinquième et dernière affirmation, on a vu que cette conquête territoriale était indéniable, même si sa portée est limitée. Cinquième affirmation, c'est un gros revers pour les Ukrainiens. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est faux. Et d'ailleurs, c'est le paradoxe de la conquête russe, dans la mesure où l'objectif ukrainien à Bakhmout, c'était l'attrition des forces russes, en clair, épuiser le plus possible l'armée de Moscou, sans forcément d'ailleurs espérer sauver la ville. Eh bien, en ce sens, l'objectif est atteint. Ces 5 derniers mois, 100 000 Russes ont été mis hors de combat, selon Washington, pour l'essentiel dans la bataille de Bakhmout. Cela comprend 80 000 blessés, 20 000 morts, dont 10 000 Wagner à Bakhmout. Ces chiffres, ils sont recoupés par plusieurs déclarations, y compris du côté de Prigojine, puisque, on le sait, lui-même reconnaît 100 morts par jour, donc environ 3 000 morts par mois, et sur 5 mois, cela fait 15 000 morts. Effectivement, on est à peu près dans les mêmes eaux que Washington. On a beaucoup dit que le rapport des hommes tombés au combat était de 1 pour 5, voire 1 pour 6 ou 7 en faveur des Ukrainiens. Et regardez, cela semble toujours rester l'objectif de Kiev. Ces images datent d'hier. On est au sud de Bakhmout. Une tranchée russe est prise pour cible par les Ukrainiens. Avec son fusil mitrailleur, ce soldat de réserve soutient ses camarades en première ligne qui sont partis à l'assaut. Et quelques minutes plus tard, avec ses camarades, il avance vers la position gagnée. On distingue dans ce sous-bois au moins 5 ou 6 corps sans vie de soldats russes, alors que les Ukrainiens, a priori, ne font pas état de mort dans leur rang. Bref, on serait toujours dans cette guerre d'attrition, même à travers la contre-attaque. Merci Justine. Voilà, 5 affirmations et 5 expertises. On voit plus clairement les choses. On a plus clairement les choses en tête. Pierre, à la lumière de ce qu'on vient de voir, quelle leçon peut-on tirer d'un point de vue militaire de ce qui s'est passé à Bakhmout? Écoutez, les combats ont commencé plus tôt que ce que Prigojine confesse, à savoir que c'est dès le mois d'août que Prigojine annonce et explique à Vladimir Poutine qu'il va mettre 5000 miliciens, 5000 mercenaires sur Bakhmout, ce qui n'est pas, et qu'il a besoin d'un appui d'artillerie pour permettre la progression de ses troupes. Ça n'est pas, de son point de vue, complètement absurde à l'époque, parce que Bakhmout, on le répétera pas assez, c'est grosso modo 7 km par 7 km. Donc je pense que tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, voient bien 7 km. Je pense qu'en faisant une promenade le week-end dernier où il faisait beau,
Je pense qu'avec un bon pas, en 1 heure, on doit pouvoir faire les 7 km. Bon, voilà. Et donc, 7 km dans un sens, donc, c'est une surface quand même réduite. Donc, Prigojine pensait qu'il viendrait à bout très facilement de Barmout. On est 10 mois plus tard. Bon. Donc, ça fait beaucoup de morts, beaucoup d'échecs, beaucoup d'engueulades, de protestations de Prigojine. Néanmoins, c'est une victoire. Les Russes n'ont rien à se mettre sous la dent parce que depuis janvier, ils vont d'échec en échec. Sauf Soledar, la petite ville de Soledar avec les mines de sel, qui est encore plus petite, qui a été conquise par les hommes de Prigojine il y a déjà plusieurs semaines. Mais vous diriez qu'au final, cette opération, cette bataille de Bakhmout rapporte plus aux Russes qui, sur le papier, obtiennent la victoire, ou aux Ukrainiens qui, comme on l'a vu, ont réalisé d'une certaine manière leur objectif, fixer les troupes russes et les diminuer terriblement. Je pense que l'effet positif, il est pour les Ukrainiens, d'avoir tenu cette position aussi longtemps, d'avoir empêché Poutine d'exhiber ce trophée le 9 mai, donc c'était un échec. Et puis, la discorde chez l'ennemi a été publique et permanente tout au long de ces dernières semaines. Donc rien que cela aussi, sur le plan de la communication, de la bataille d'images, c'est un succès. Alors, pour revenir à ce que Justine a dit, qui est absolument parfait, d'où viennent les ambiguïtés et la communication un peu poussée parfois des Ukrainiens, c'est que je pense que la ville de Barmout en tant que telle, qui recueillait à peu près 70 000, enfin qui avait 70 000 habitants au début de la guerre, je pense que globalement, Wagner a fait la conquête. Après, il faut tenir, entre le fait de conquérir et puis de tenir un terrain. Ça, on y viendra. C'est autre chose. Ça, on y viendra parce que... Et il semble que l'armée ukrainienne se soit repositionnée sur des zones un peu en hauteur de Barmout. C'est sans doute à partir de là qu'ils peuvent continuer à harceler et qu'on peut dire que la bataille de Barmout n'est pas terminée, n'est pas complètement terminée, mais on ne voit pas sur le terrain deux puissantes tenailles ukrainiennes qui permettraient de passer au large et de véritablement complètement receinturer Barmout. Mais ça peut se passer. On avait évoqué ici l'hypothèse du fait que un des axes de pénétration et d'offensive des Ukrainiens pourrait passer par Bakhmout, notamment parce que le terrain a été tellement détruit qu'on peut faire une progression sans courir le risque. Vous disiez même peut-être que ça peut être le point de départ de la contre-offensive. Voilà, c'est une hypothèse parmi d'autres. Je ne le sais pas, c'est juste en regardant la carte. C'est important quand même, quand on a l'information première victime de la guerre. Évidemment, nous, on ne met pas l'Ukraine et la Russie sur le même plan. Il faut toujours le répéter. Il y a un agressé, un agresseur. Il y a un régime autoritaire et une démocratie. Mais il est de notre devoir, quand il y a parole contre parole, de dire le vrai ou le faux. Et on se rend compte que, oui, les Ukrainiens ont perdu Barmout. Et la contre-attaque dont ils parlent, on est très loin de ce qu'ils indiquent. Pour autant, Valéria, je voudrais vous faire écouter ce soldat de Wagner. Est-ce que son cri de victoire est justifié? Écoutons-le d'abord, montage Baptiste Amossé. Надо же было этот момент увидеть, как флаги поднимут над Бахмутом. Наверное, такие же эмоции, как у дедов в Берлине были. Il compare la bataille de Barmout à la bataille de Berlin. C'est-à-dire quand l'armée russe est allée jusqu'à Berlin et que c'était la fin du régime d'Hitler. Donc, une sacrée comparaison. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pas la comparaison elle-même, mais le cri de victoire de la Russie. Le manque d'éducation de ce jeune homme, le manque d'enseignement qu'il a reçu parce qu'il ne doit pas être bien vieux, il doit avoir la vingtaine. C'est bien ça qui est dramatique finalement, c'est cette faiblesse intellectuelle dont font preuve les Russes sur le terrain. Peu importe. Le sentiment de victoire. Le sentiment de victoire, ils peuvent l'avoir du fait qu'ils se sont battus fort. Ils en ont perdu énormément de matériel, énormément d'hommes. C'est un coin qui a été très sanglant. 10 mois dans la boue. Les Ukrainiens ont perdu les plumes aussi. Il faut pas le négliger. Donc, qui crie victoire, c'est pas étonnant. Oui. À la fois, ce que je remarque sur la déclaration de Prigojine, c'est d'une part, il remonte donc en octobre au lieu de remonter jusqu'au août 2022, en disant qu'il est intervenu par l'usure et la faiblesse de l'armée régulière. Donc, il remet une pièce dans la machine en traitant l'armée régulière. Embrassons-nous tous nos différends
sont oubliés. On n'est pas du tout là-dedans. Mais on va voir d'ailleurs l'autre partie de la déclaration de Prigojine. L'armée régulière est toujours salie et traînée dans la boue par Prigojine. Par contre, il a eu au moins l'intelligence de prendre le drapeau russe parce que c'est l'une des premières fois où il apparaît en plus du drapeau Wagner. Jusque-là, il n'y avait que le drapeau Wagner qui flottait sur Bakhmout. Par ailleurs, Poutine remercie Wagner et toutes les forces militaires qui ont contribué, sans citer Prigojine pour autant. Donc, il y a un petit jeu de mots et de phrasés sur cette question. Évidemment, ils ont conquis une ville qu'ils ont complètement rasée, où il n'y a plus d'habitants, où il n'y a plus d'habitat, où il n'y a rien. Donc, bon, c'est un champ, très bien. Est-ce que ça va avancer, ça leur permettra d'avancer au-delà? Vu les incohérences... De toute évidence, non. Vu Compte des tenu du rapport incohérences de de force qu'on collaboration observe. entre l'armée régulière et Wagner, il y a peu de chances que ça leur permet d'avancer. On se souvient de Mariupol et ça nous a tenus en haleine pendant des semaines, voire des mois. Et finalement, les soldats d'Azovstal se sont rendus et Zelensky leur a dit « Vous avez fait le job, vous avez fixé l'armée russe le temps nécessaire pour qu'on fasse autre chose. » Et donc, c'est reculé pour mieux sauter. Derrière, Donc là, il pourrait dire la même Kherson a chose. été repris. Donc, est-ce que c'est la veille de la fameuse contre-offensive que l'Ukraine nous prépare depuis des semaines, que c'est le moment de retirer les troupes et de concentrer les forces ailleurs? Je ne saurais le dire, je ne suis pas sur le terrain. Voilà. Mais en l'occurrence, cette victoire, elle est réelle. Techniquement, le territoire a été conquis et contrôlé pour le moment par Prigojine et Wagner. Maintenant, à voir ce que ça va À donner voir par la sur suite. quoi elle débouche. Je voudrais qu'on avance et qu'on réécoute Prigojine. Quand il dit quelque chose, alors moi, on m'a posé la question à moi-même, mais est-ce que les Russes peuvent tenir Bakhmout si Wagner retire ses troupes? Et pourquoi Wagner retire ses troupes? Écoutons d'abord Prigojine. 22 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии 25 числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку. Ah, je voulais qu'on entende la suite, parce que c'était ça qui était important aussi dans le contexte de cette phrase. En clair, nous ne reviendrons sur le terrain de bataille que lorsque nous aurons cette fois et une bonne fois pour toutes le même niveau d'équipement que l'armée russe, lorsqu'on arrêtera de nous restreindre les munitions et les armes. C'est ça ce que dit Prigojine. On va voir quelles sont ses arrière-pensées. Mais d'abord, simplement d'un point de vue militaire, est-ce que la Russie peut garder Bakhmout si Wagner se retire? Vincent. Alors, ça supposerait d'acheminer des renforts, par exemple de la 132e brigade d'infanterie mécanisée, tout ce que vous voulez, et donc de dégarnir d'autres points chauds d'un front dont on sait la longueur. Au sens... Donc ça n'est pas innocent au moment où l'armée russe Et se c'est en 3 prépare jours. à Et c'est en 3 jours, contrer... parce qu'il s'en va dans 3 jours quand même. Donc en 3 jours, dans il 3 faut jours. faire tout ça. Il a annoncé effectivement qu'il se retirerait entre le 25 mai et le 1er juin. Voilà. Mais c'est au sens mythologique une victoire à la Pyrrhus, et vous écrivez russe comme vous l'entendez. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, s'il y a un succès, c'est un succès sur l'armée régulière fédérale. Il tient... Wagner contre l'armée régulière fédérale. Il tient le tempo. C'est lui qui dicte, d'une certaine manière, la rythmique des jours et des semaines à venir. Et en gros, on est dans une forme de chantage. Si effectivement je retire mes hommes d'ici au 1er juin, débrouillez-vous pour combler le vide. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il cède à une armée qu'il exècre et qu'il méprise, une sorte d'amas de gravats, toxique au sens, je dirais, politique et militaire du terme. Et lui, il est évidemment avide de refiler le mistigris d'une position intenable pour s'en sortir avec le triomphe qu'il estime mérité, et puis faire en sorte que le poids, le fardeau de l'après pèse sur d'autres épaules que les siennes. Donc ça veut dire que rien n'est réglé, d'une certaine manière? Non seulement rien n'est réglé, mais moi, je suis désolé, mais je conteste ce terme de victoire. Je ne peux pas parler de victoire quand par rapport au but de guerre qu'avait Vladimir Poutine de libérer le Donbass, j'appelle pas ça une libération. C'est au contraire, il s'aliène le Donbass à vie, ad vitam aeternam. Premier point. Deuxième point, Bakhmout, c'est 70 000 habitants. Ça représente en région parisienne la ville d'Antony, qui est quand même, c'est pas rien.
la ville d'Antony. 70 000 habitants qui ont été complètement bombardés pendant des mois et des mois. Enfin, c'est de la barbarie pure. On ne peut pas qualifier la prise de Bakhmout comme une victoire. Au sens administratif du terme, Et là, c'est là territorial du terme, voilà. Et c'est là, où ça. j'ajoute le troisième point, c'est que Syrski, il est très clair sur le fait qu'il avance sur les côtés de Bakhmout. Il a pris des hauteurs de Bakhmout. Ça, l'Institut d'études de la guerre l'a bien confirmé. Ça veut dire qu'il est en position de force. Même si c'est pas visible, de fait, ils ne sont pas de l'autre côté de Bakhmout, mais ils sont en hauteur, ce qui pour les militaires est capital et stratégique. Et il veut avancer dans cette direction-là. Il veut. Donc, Mais il veut. peut-être qu'il anticipe un peu, mais on est encore une fois Et classiquement dans un discours de guerre en disant on est en train d'encercler Bakhmout, comme si c'était imminent. Et quatrième point, les Russes n'ont rien compris depuis le début, et ça a été très bien dit sur ce plateau. C'est une guerre d'attrition. On attire les Russes comme des mouches autour de ce symbole de Bakhmout, puisque Poutine en a fait un symbole. Et plus les Ukrainiens résistent, et plus les Russes envoient des troupes, et ça a été fait ces derniers jours par Shoigu, d'envoyer des forces nouvelles pour défendre sur les côtés, sur les flancs, la ville de Bakhmout, et plus les Ukrainiens en tirent dessus. On a dit 100 000 hommes tout à l'heure, mais en réalité, quand on compte l'ensemble des forces russes perdues depuis le 24 février, c'est 200 000 personnes. 200 000 soldats hors de combat. Au total, hors de combat. Oui. Ce qui est gigantesque. Si sur un seul coin du Donbass, il y a déjà 100 000 soldats qui disparaissent, ça veut dire combien on ne peut pas appeler ça une victoire à tous les niveaux, et sur le plan stratégique, et sur le plan tactique, et sur le plan moral, et sur le plan politique. Ça a été très bien dit, c'est une défaite absolue, et je pense que on va le voir. On va le voir. Passer de victoire à la Pyrrhus à défaite absolue. Pour moi, c'est une défaite absolue, mais et j'espère que j'ai été convaincant avec mes arguments. Mais l'historien que je suis, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Ah, mais ça, c'est une autre. Là, on verra combien ça a été une catastrophe. Le point d'interrogation est là. Il est des victoires dont on ne se relève pas. Et c'est un peu l'enjeu, c'est-à-dire que quand vous regardez la vulgate de Poutine dans son message de félicitations, il essaye de faire apparaître contre l'évidence ce succès tactique localisé comme le fruit d'une opération combinée, coordonnée, concertée. Il est contredit dans l'heure qui suit par Prigojine lui-même, qui dit « nous étions les seuls ». Donc vous voyez bien que ça ne règle rien. Ça ne règle pas le rapport de force. Et puis, dernier point, les blogueurs militaires les plus avisés, qui ne sont pourtant pas suspects de kremlinophobie, c'est le moins qu'on puisse en dire, eux n'ont pas la même lecture. Ils soulignent tous les détails et le prix à payer dans l'avenir, demain après-demain. Donc Poutine, en essayant de contrôler le champ informationnel, n'a pas réussi à aligner tous les discours. Pierre, d'une certaine manière, avec cette information quand même importante du retrait de Wagner dans les 3 jours, s'il le fait, à moins que ce soit une nouvelle fois un chantage, qu'il reçoive d'ici là des munitions, qu'il change d'avis. Mais si les forces de Wagner se retirent, est-ce que cette victoire est un cadeau empoisonné d'une certaine manière pour la Russie ? C'est possible. Je pense que ces troupes sont éreintées. Je pense que vraiment Wagner, la force militaire de Wagner, elle a été en grande partie détruite, notamment dans l'enfer de Bakhmout. Et je rejoins tout à fait ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est que la guerre contre Shoigu et Gerasimov continue. Parce qu'on n'a jamais vu, dans des opérations de combat, le patron d'une unité, quelle qu'elle soit, dire écoutez, moi je fais mon calendrier, et en gros, je me casse de là, je me lave les mains, et débrouillez-vous, pour ne pas utiliser un autre terme. Donc il va être intéressant de voir, parce qu'effectivement, Prigojine a bougé son calendrier pour remporter au 1er juin, enfin au plus tard, mais ce sera certainement le plus tard. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir normalement, quand ça se passe de façon normale, vous avez une mini prise d'armes et une passation de commandement entre l'unité sortante et l'unité rentrante. Je ne sais pas comment ça va se passer. Autre tout petit détail, c'est des petits détails. Justine, tout à l'heure, a montré un soldat qui recevait quelque chose de rond, alors qui n'est pas exactement une décoration, même si Prigojine frappe ses propres médailles, parce que ses troupes n'en reçoivent pas du Kremlin et des autorités. Là, en l'occurrence, et c'est là où on voit que Prigojine fait de la com en permanence, c'est ce qu'on appelle un coin.
Les Américains adorent ça, et toutes les armées occidentales ont ça. C'est comme une grosse pièce de monnaie dans une protection en plastique. Et on a vu sur la face, il y avait le symbole de Wagner, et derrière, un texte qui doit commémorer la victoire de Barmouth. Donc, il a à peine sa victoire à lui, entre guillemets, acquise. Il a fait frapper ses coins qu'il va distribuer à tour de bras à tous ses combattants pour qu'ils aient au moins un souvenir. Il va les retirer, mais Wagner en tant que capacité, voilà, c'est ça exactement, vous voyez, dans une protection. Donc aujourd'hui, toutes les armées occidentales, mais même les institutions, à l'Élysée, un coin particulier, c'est remis, etc. C'est pas une décoration militaire, mais c'est un souvenir commémoratif, etc. Et donc, encore une fois, ce qui est incroyable chez Prigojine, c'est cette capacité de communication. Et pour revenir à votre question de départ, comment ça va se passer ? Alors, c'est pas énorme, 7 km par 7 km, normalement, ça peut se tenir. Mais comment va se passer le décrochage ? Oui. Sachant que Prigojine a déjà menacé avant le 9 mai de partir avec armes et bagages et de laisser en plan le terrain. Avant, il ne l'a pas fait. Là, il a la victoire. Il fait des communiqués à sa gloire personnelle. Comment il va repartir ? On va voir. Et effectivement, les Ukrainiens regardent ça de très près, parce que dans ce mouvement de va-et-vient, il peut y avoir des interstices dans lesquels les Ukrainiens pourraient s'infiltrer. Je rappelle simplement, je vous donne la parole, Valéria, puis on va enchaîner aussi après, parce qu'il se passe des choses du côté de Belgorod. Oui. Et en territoire russe, une attaque venue d'Ukraine. Donc là, c'est important, on va y passer un peu de temps. Mais simplement, il y a un témoignage dans l'hebdomadaire L'Express d'un ancien de Wagner qui dit dans mon unité, c'est un ancien prisonnier, dans mon unité, on était 86 à aller à Bakhmout ou dans la région de Bakhmout, et nous sommes une vingtaine à en avoir réchappé. Donc ça donne, on parlait des pertes, ça accrédite effectivement l'idée de ces pertes immenses de Wagner, sans doute épuisées, comme vous le disiez, Pierre. Valéria, vous vouliez ajouter quelque chose ? Un tout petit rappel, Wagner est une entreprise commerciale qui a besoin d'une vitrine, qui a besoin aussi de ses hommes pour aller gagner de l'argent, parce que du coup, il en perd en Ukraine. Ils ne sont pas en train d'être rémunérés à la hauteur de ce qu'ils gagnent sur le continent africain. Ils en perdent. Ah oui, clairement. Donc, du coup, il a besoin de recruter, parce qu'il a perdu cette capacité de recrutement. Il a de plus en plus de mal à recruter en Russie. Donc, tout cela, c'est aussi pour but, d'une part, de se valoriser sur le marché russe pour avoir de nouvelles recrues, et savoir mieux se vendre auprès des pays qui en auraient éventuellement besoin, notamment sur le continent africain. Au-delà de toute guéguerre vis-à-vis de l'armée régulière et tout ce qu'il peut dire sur Shoigu, il a vraiment ces deux problématiques d'une entreprise commerciale pur jus qui a besoin de gagner de l'argent demain.